J'aime la chasse, l'émission de la défense de la chasse et de la ruralité. Bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre nouveau rendez-vous hebdomadaire et j'espère que le changement d'heure de cette nuit ne vous a pas joué des tours. Toute l'équipe et moi-même avons profité de la trêve estivale pour préparer quelque chose de vraiment neuf. Nous avons regroupé tous nos supports sous un seul nom. J'aime la chasse, parce que nous aimons la chasse. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, également sur les télévisions chez nos armuriers partenaires et évidemment sur notre site internet Vidéo de Chasse qui continuera à s'appeler Vidéo de Chasse pendant quelques semaines. Vous pourrez d'ailleurs découvrir en fin d'émission notre clip de lancement et notre nouveau logo. Parmi les nouveautés, une nouvelle rubrique qui sera le fil rouge de l'émission, dans lequel vous verrez un artiste ou des challenges venir rythmer l'émission. Nouveauté également, l'émission est réalisée en studio, la qualité des images et du son en sera meilleure, j'espère que vous apprécierez. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires ou à nous mettre un j'aime, cela nous encourage. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Au sommaire de l'émission de ce soir, les actualités de la chasse, nous reviendrons sur l'été mouvementé de la chasse. Alors que la chasse est attaquée de toutes parts, nous parlerons des interventions de la ministre Barbara Pompili, mais aussi de certains députés et de leur position notamment sur la chasse à courre. Nous nous demanderons à quoi joue l'OFB. Nous avons découvert des publications éditées par les Écomères et la LPO en collaboration avec l'OFB qui nous interpelle. Denis nous en parlera. Retour sur la manifestation de Prades du 12 septembre. Chasse à la glu interdite et colère des chasseurs dans la ville du Premier ministre Jean Castex. Nous avons eu l'occasion d'interviewer le président Willy Schran et d'entendre notamment Éric Camoin, président de l'Association nationale de la défense des chasses traditionnelles de la Grive. Johanna et Denis y étaient. Reportage. Enfin, pour terminer les actualités, nous vous donnerons des nouvelles de l'arrivée des palombes sur la France. Patrick vous fera un petit compte-rendu de la migration. Et le dossier de la semaine, modèle à appliquer pour les uns et aberration pour les autres, le dossier de la semaine sera consacré à l'interdiction de la chasse dans le canton de Genève. Pour nous en parler, Denis a interviewé la chercheuse et la scientifique suisse Manu Piachot, qui a fait son mémoire de doctorat sur l'arrêt de la chasse dans le canton de Genève. Nous aurons enfin notre rubrique équipement. S'habiller bien pour pas cher à la chasse, est-ce possible ? C'est le défi que j'ai lancé à Valentin de l'équipe de Terzeo. On est ensemble pour 1 heure, on compte sur vous pour commenter, liker et partager. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Avant de nous lancer dans le résumé des actualités cinégétiques, nous allons débuter cette émission avec une nouvelle séquence, le fil rouge, qui sera aujourd'hui assuré par une artiste, une peintre animalière, qui réalisera une aquarelle pendant l'émission. Nous irons la voir au cours de l'émission, plusieurs fois, pour constater l'avancée de son œuvre. Denis, en attendant, tu voulais nous parler d'un jeu concours qu'on est en train de lancer aujourd'hui. Oui, en effet, nous lançons sur la page Facebook J'aime la chasse un jeu concours. Donc il débute ce soir, il va durer jusqu'au 31 octobre. Le but est de répondre correctement à 15 questions du permis de chasser. Vous vous rappelez tous de cet examen qui nous a fait trembler lorsque nous l'avons passé nous-mêmes. En lot, pour le gagnant, il y aura un casque amplificateur Alvis. Donc je répète, un jeu concours qui débute ce soir, dure jusqu'au 31 octobre, 15 questions du permis de chasser et le lot pour le gagnant est un casque amplificateur Alvis. Voilà. Alors, allons découvrir Alette, notre artiste peintre aujourd'hui. Bonjour Alette de Romémont, merci de nous accueillir chez vous dans votre atelier. Vous êtes artiste peintre animalière. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire qui vous êtes et ce que vous allez nous faire pour l'émission de chasse d'aujourd'hui ? Bonjour, je suis ravie de vous recevoir et une grande première, je vais dessiner et peindre devant vous un lièvre, étant entre autres peintre animalière. Ce sera un vrai plaisir et je vais essayer de répondre à votre demande. Merci Alette. Pour cette émission, nous aurons le plaisir d'accueillir une nouvelle intervenante. Vous la connaissez certainement. Johanna sera parmi nous, nous la retrouverons régulièrement. Et Johanna, ces dernières semaines, c'est ça. Bonsoir Johanna. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Merci à toi d'être présente avec nous aujourd'hui.
Nous retrouverons bien entendu notre chroniqueur Patrick. En forme, Patrick ? Eh ben, en pleine forme, prêt à en découdre. Vous l'avez connu pour ses coups de cœur et ses coups de gueule dans nos émissions précédentes. Notre rédacteur en chef, Denis Plat, est également avec nous. Bonsoir Denis, comment vas-tu ? Bonsoir Amélie, oui très bien, j'ai réussi à m'échapper, à éviter le couvre-feu lyonnais. Ah, ça va pas être simple, hein. Il faut pas qu'on finisse l'émission en retard, hein, parce qu'il faut qu'il retourne à Lyon il faut que tu puisses au plus retourner vite. chez toi. Il va falloir que je retourne à Lyon sans être verbalisé. Bon, en tous les cas, merci à tous d'être avec nous. Mais tout de suite, les actualités. Nous allons revenir sur l'actualité de l'été qui a été riche et pas toujours malheureusement réjouissante pour la chasse. Il y a eu de beaux moments néanmoins. Nous allons partager cela avec vous. Alors Denis, l'été a été mouvementé pour la chasse, hein ? Oui, il a été mouvementé du fait d'un certain nombre de personnes venues de tous horizons. On peut bien entendu citer les parrains au sens corléone du terme, les fameux parrains du RIP que sont Simoncini, Grandjean et Niel. Est-ce que tu peux nous rappeler juste rapidement qui sont ces gens ? Ce sont 3 hommes d'affaires qui ont fait tous fortune dans les nouvelles technologies et qui sont derrière le RIP. La figure d'Hugo Clément, le journaliste militant ou militant journaliste, n'est là que pour servir de façade. Ce sont eux les véritables patrons et concepteurs de la chose. On a aussi bien entendu, alors pas avec le RIP et pas en promotion du RIP, mais on a notre nouvelle ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui s'est fait immédiatement remarquer avec une interdiction, celle de la chasse à la glu, de la capture à la glu. On a des groupuscules, des associations, des petits groupes, des collectifs anti-chasse, parfois violents. On a pu voir des images, tous, je pense. Oui, on a tous vu les images de miradors sabotés, de huttes incendiées. On a le parti politique qui porte tout ça, c'est-à-dire Europe Écologie Les Verts, et un certain nombre de députés de la majorité présidentielle, de La République En Marche, qui, sous la houlette de Loïc Dombreval, animent un courant pour le bien-être animal, contre la maltraitance et au final contre la chasse, contre une certaine forme d'élevage aussi. Nouveau venu dans ce paysage des anti-chasses, des animalistes, c'est le député Villani qui se lance dans une croisade. On se rappelle bien entendu tous de la proposition de loi qui en fait n'a pas été débattue, la fameuse proposition de loi du 8 octobre. Voilà. Denis, pour toi, ces gens-là, c'est plutôt quelque chose de sincère ou c'est plutôt de l'opportunisme ? Comment tu analyserais ça ? Si c'était sincère, on les aurait entendus bien avant, des années auparavant. Là, sachant que le sujet est à la mode, que ça peut permettre de s'assurer un petit avenir ou capital politique, on surfe là-dessus. Je ne pense pas que Villani ou d'autres soient particulièrement concernés par le bien-être des cerfs qui sont chassés en vénerie. C'est juste, à mon avis, de l'opportunisme politique, je le pense. Johanna, j'avais une question pour toi. Ces gens-là ont l'air d'utiliser beaucoup les réseaux sociaux. Je voulais savoir ce que tu en pensais, toi qui es forcément spécialiste là-dedans. Les réseaux sociaux, oui, effectivement, les réseaux sociaux, c'est vrai qu'ils constituent un outil extrêmement puissant, d'expression, de mise en relation par rapport à des centres d'intérêt communs. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui permet à des groupuscules de s'organiser beaucoup plus facilement qu'auparavant et que sans l'existence des réseaux sociaux. Après, je pense qu'un des soucis majeurs avec les réseaux sociaux et l'idéologie et la politique, c'est que en fait, tout est basé sur des algorithmes. Et comment dire, en fait, les algorithmes vont partir d'un point de départ qui est votre première recherche, votre première interaction avec tel ou tel groupe, votre adhésion plus ou moins volontaire à certaines typologies d'idées. Et en fait, les réseaux sociaux vont constamment vous recommander et vous pusher, mettre en avant pour vous sur vos réseaux sociaux et sur Internet de façon générale, uniquement des choses qui vont aller dans votre sens. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des situations complètement absurdes, comme aux États-Unis par exemple, où il y a bel et bien certaines personnes qui pensent que la Terre est plate, tout simplement parce qu'ils vont avoir fait une recherche dans ce sens-là, liker un post, etc. Et puis voilà, l'algorithme des réseaux sociaux vous fait
évoluer dans un milieu complètement clos. Au final, les idées divergentes ne vont pas pouvoir rentrer, c'est complètement hermétique et ça pose certains problèmes du coup de réflexion, tout simplement parce que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour vous apporter toutes les idées et tous les éléments. Ils sont là uniquement pour aller dans votre sens et abonder dans votre sens. C'est le problème, je pense, au niveau de ce qui se passe avec la chasse et des anti-chasses qui vont plutôt naïvement adhérer ou montrer un certain degré d'adhésion à certains groupes, etc. Et en fait, au final, ils vont se retrouver piégés dans ces filets idéologiques des réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est un outil extrêmement puissant, c'est une arme incroyable, mais il faut avoir conscience de ces dangers et essayer de pas se laisser avoir, tout simplement. Je crois que tu as raison, Johanna. Les concepteurs, les promoteurs ne le sont probablement pas, sont des opportunistes, mais il y a la foule des suiveurs, des militants, qui croient réellement qu'ils œuvrent pour le bien-être animal, les pauvres. Et on appelle ça des idiots utiles. Un homme politique célèbre. Denis, je crois qu'on va même encore plus loin dans les dérives de ce qu'imaginent en tous les cas certains de la chasse. Est-ce que tu me laisserais parler de visions assez futuristes ? Alors oui, je te laisse parler de vision futuriste. Oui, je pense que tu veux faire référence et mention à l'amendement proposé par le député Damien Adam, qui voudrait remplacer les animaux chassés en vénerie par des robots. Alors là, j'avoue que je croyais au départ que c'était le Gorafi. Et non, ce n'est pas le Gorafi, c'est vraiment un député de la République qui a émis cette idée-là et qui voulait la proposer comme amendement à un projet de loi. On est chez Ubu, là, on est chez les fous. C'est extraordinaire. Je crois même que certains n'y ont pas cru. Je crois que tu voulais dire un mot à ce propos. Le Chasseur français a fait un article en disant que c'était une fake news, etc. Moi, je traîne pas mal sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. J'ai vu un tweet de ce député qui... Lui aussi, je crois, est de bonne foi. Je le connais pas, mais son tweet, il dit qu'il veut arranger tout le monde. C'est-à-dire, d'un côté, supprimer la souffrance animale, c'est un robot, et puis en même temps que les chasseurs puissent continuer de s'amuser. À part que je pense qu'il a un petit décalage et qu'il n'a pas compris le sens de ce qu'on fait. On va pas faire un paintball va pas s'amuser, en forêt. On n'est pas dans un jeu vidéo. La nature, l'animal, la quête, c'est pas du tout de courir après un robot. Donc, il y a un fossé... qui est plus qu'inquiétant, qui est complètement délirant. Je vois pas où il va en venir, mais j'ai vu que c'est... Bon, on n'est pas les seuls à être attaqués, tout ce qui est animalité en ce moment est attaqué, donc les animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, je pense à Antibes notamment, et toujours dans les robots, il y a Bérangère Imbert du Parti Animaliste qui, elle aussi, veut remplacer ce coup-là, les dauphins des delphinariums par des robots. Donc, parce qu'elle a quand même constaté que les delphinariums, il y avait un aspect pédagogique de sensibiliser à la nature, à ces animaux, à la qualité de la mer. Elle dit, faut qu'on garde ça, mais pour pas avoir des dauphins, on va aussi avoir des robots. Donc voilà l'avenir que nous préparent ces gens. Moi, ça me fait pas rêver, mais... C'est sûr. Et je crois que Denis, toi aussi, tu as découvert des publications assez surprenantes émises par l'OFB. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ah oui, alors là, je suis tombé des nues. Je ne pensais pas que ça puisse arriver à ce point-là. Oui, l'OFB, donc, qui englobe l'ancienne AFB et l'ancienne ONCFS, l'Office français de la biodiversité, donc... il se trouve que j'ai constaté, d'ailleurs je n'ai pas été le seul, que l'OFB était associé sur une publication émise et diffusée par les Écomères et la LPO. Alors voir OFB, LPO ensemble, alors que l'OFB est théoriquement un organisme qui est aussi un peu l'organisme de tutelle de la chasse, je suis assez surpris. Que se disait-il sur cette belle brochure ? C'est que en fait les Écomères, l'OFB et donc la LPO préconisaient, alors je vous lis la chose, de proscrire toute activité portant atteinte à la condition animale, chasse à courre, chasse traditionnelle, entre guillemets, type vénerie sous terre, sur les propriétés communales, les cirques avec animaux sauvages, etc. etc. C'est assez
surprenant, c'est même scandaleux, parce qu'on retrouve dans cette brochure des écomères de la LPO et de l'OFB, donc pratiquement toutes les mesures voulues par Europe Écologie Les Verts et qu'ils avaient diffusées un peu avant les municipales, en particulier les fameuses 85 mesures pour les animaux dont on avait parlé sur nos réseaux. Il faut savoir aussi quand même que les chasseurs, la chasse française verse une cotisation annuelle à l'OFB qui est, je crois, de 20 ou peut-être de 30 millions d'euros. Donc, ce qui est substantiel. Alors, subventionner l'OFB pour que l'OFB fasse la promotion des interdictions de type de chasse, moi je trouve ça absolument surprenant, scandaleux, voire énervant. On aimerait quand même avoir l'avis de son directeur et puis l'avis aussi du président de la Fédération nationale des chasseurs, et on aimerait qu'ils s'expriment les uns et les autres, que ceci soit clarifié. Et c'est pas la première fois, nous dit Johanna également. Oui, Johanna, tu voulais dire quelque chose à ce sujet ? Par rapport à l'alliance de l'OFB et de la LPO, je trouve aussi que c'est vraiment problématique, c'est pas partial du tout. Et au final, que la chasse soit régie par des anti-chasses, parce que finalement c'est ça, c'est vrai que ça, moi personnellement, ça me pose problème. Et en plus, c'est pas la première fois. Il y avait le cofondateur de l'ASPAS qui avait été administrateur de l'ONCFS. Non, ça peut pas aller. Oui, voilà, oui, mais tu fais référence au fondateur de l'ASPAS, le fameux Pierre Athanase, fondateur de l'ASPAS, cofondateur de l'ASPAS, qui a été pendant 10 ans administrateur à l'ONCFS. Bon, il est maintenant un des nombreux vice-présidents de la métropole de Lyon, et évidemment cherche à limiter, voire interdire complètement la chasse sur le territoire de la métropole. Mais c'est incroyable que quelqu'un comme ça ait été pendant 10 ans administrateur à l'ONCFS. Merci Denis pour ces actualités. On va maintenant parler de la manifestation du 12 septembre à Prades, manifestation à laquelle tu as participé, vous avez participé, Johanna et Denis. Johanna, quel est ton sentiment, toi qui étais présente ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Comment as-tu vécu cette manifestation ? Alors, la manifestation de Prades, il faut savoir que c'était ma première manifestation. Donc voilà, j'étais vraiment en découverte. Ça s'est très bien déroulé, on était environ 1 millier si je me trompe pas. Tout le monde était bien remonté, ce qui est normal pour une manifestation. Mais au final, tout le monde était respectueux et ça s'est vraiment passé dans le calme. Et je pense que c'est bien que le chasseur aujourd'hui se mobilise, participe, manifeste et fasse comprendre, défendre sa passion, tout simplement parce que, en ne faisant rien, nos détracteurs font pour nous, et si on ne veut pas reproduire ce qui s'est passé pour le canton de Genève, par exemple, il faut que le chasseur se déplace, se mobilise, aille voter, etc., etc. Donc non, moi je pense que c'était une très bonne chose. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu autant de personnes qu'escompté, mais bon, Prades, c'est vrai que c'est une toute petite ville de 6000 habitants dans le sud. Donc, ça se comprend qu'au niveau mobilité, etc., c'était pas très simple pour tout le monde de s'y rendre. Mais j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment intéressante et je pense qu'il faut faire plus de choses dans ce sens-là. Alors, on va voir quelques images et on va écouter des extraits des discours, notamment d'Éric Camoin et de Willy Schran pendant cette manifestation. Pour défendre la chasse et surtout la ruralité, parce que quand on attaque la ruralité, on attaquera la chasse. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est nos défenses, nos traditions. Nous vivons encore au rythme des saisons dans notre ruralité. Et c'est ce qu'on veut, être dicté par des ayatollahs verts terminés. Aujourd'hui, c'est la ruralité où l'on vit, qui doit primer. Nous, on n'ennuie personne. On est là, on est simplement des chasseurs qui pratiquons. Si le mot loisir gêne, si le mot sport gêne, une tradition qui est séculaire depuis des siècles et des siècles, où le pépé a amené l'enfant, qui en venant grand a amené son fils et tout, et c'est tout. Écoutez, j'espère qu'on va être nombreux et puis qu'on va porter haut les couleurs de la ruralité et de la chasse et la grande défense de ces campagnes. Aujourd'hui, Prades est un appel à la mobilisation générale. Que tous les ruraux de France se lèvent et disent maintenant stop. Voilà, l'idéologie punitive écologiste, on en a marre. Qu'on nous foute la paix, qu'on arrête de nous emmerder sur nos territoires, qu'on nous laisse vivre. Marcel Pagnol va se retourner dans sa tombe.
va le remettre dans le bon sens et on va pas se laisser faire. Voilà, tous ensemble, tous unis sur nos valeurs et nos activités rurales, on va s'en sortir. Mais le moment est important, l'heure est grave, il faut se mobiliser, rien n'est perdu mais il faut être unis. Tous ensemble, c'est hyper important, tous ensemble pour la ruralité. On n'est pas content parce qu'on a des engagements qui ont été non tenus par M. Macron, des paroles qui se sont envolées de M. Castex, alors qu'il nous avait dit qu'on devait avoir des quotas. Il s'était engagé. Tout ça, ça témoigne de l'incompétence. C'est l'absence de courage politique qui, au nom d'un calendrier électoral et d'un intérêt individuel, ils agissent comme des girouettes et ils prennent le peuple en otage. Pour nous, c'est du mépris. C'est un mépris total de nous, chasseurs, mais de tout le monde en fait. Pas que nous, chasseurs, parce que c'est la vie de tous les jours. Cette ministre, qui à mon avis a dû jouer de son poste pour faire changer d'avis et le Premier ministre et le Président de la République. Alors d'abord le Premier ministre. Le Premier ministre Jean Castex est un rural, on le sait tous. Je ne le connais pas, je l'ai eu au téléphone, quand il y avait eu effectivement Bormes-les-Mimosas qui se préparait, il m'a dit « Je vais vous donner un demi-quota de gluaux. » Et j'en prends l'engagement. J'ai dit « Attention, on est des ruraux. » Il m'a dit « Non, il n'y a aucun problème. » Alors si c'était au téléphone, mais on ne s'est pas mis la main sur le cœur, mais presque. Voilà, on se comprend, on est du même monde. Alors j'imagine que si par la suite, moi j'ai mangé mon chapeau, parce que j'avais promis, effectivement, à Éric Camoin, à Marc Messel et aux autres présidents, j'ai dit non, on a quand même un Premier ministre qui a donné son engagement, donc je pense qu'on peut y aller, on peut accepter de retirer Bormes-les-Mimosas. Et puis ça s'est pas fait, et puis la ministre a dû dire à un moment, écoutez, peut-être que je vais partir, si j'ai pas mon quota zéro, et si je dis que j'ai bouffé mon chapeau, j'imagine que Jean Castex a dû bouffer son béret, et pas qu'un petit peu. Alors je le reverrai, je suis pas content bien évidemment, je lui jette pas la pierre là-dessus. Il avait fait une promesse, et une promesse à des gens comme nous, c'est pas rien, quoi. Dans ce monde où on s'en fout de tout, où la moitié de la population devient complètement dingue, on va en parler dans quelques instants, quand nous, on, les ruraux, les chasseurs, quand on dit, voilà, je fais quelque chose, on le fait. Alors Jean Castex, c'est un mauvais démarrage entre nous, on est dans ta ville aujourd'hui, j'espère qu'on ne sera pas amené à y revenir. J'aimerais bien un jour que le prochain le rencontrer et qu'on puisse effectivement discuter de ça avec lui. Et puis il y a le président de la République. Président de la République, évidemment, l'affaire des gluaux, je suis très en colère. Nous ne sommes pas d'accord. Mais je ne peux pas non plus nier tout ce qui a été fait avant. Et tout ce qu'on pourra peut-être faire ensuite. Il est le président de la République. Et dans ces temps difficiles, on ne peut pas non plus, je dirais, s'opposer à l'entièreté de l'exécutif. Oui, on a une ennemie. On la connaît, c'est Barbara Pompili. Elle aurait pu faire présidente de la LPO, elle aurait pu faire plein de choses. Mais on a un président de la République qui a aussi écouté certaines choses. Oui, il avait dit qu'il ne toucherait pas aux chasses traditionnelles. Et c'est une erreur politique de l'avoir fait. On le lui rappellera. Et toi, Denis, qu'est-ce que tu retiens de cette manifestation ? Alors, hormis le plaisir d'avoir découvert Prades, où j'allais pour la première fois, qui est une petite ville charmante, j'ai un sentiment mitigé. Mitigé parce que c'était bien, c'était très bien organisé. Il faut dire d'ailleurs un grand merci à Christelle Savelli, qui a été la cheville ouvrière avec Éric Camoin de cette manifestation. Mais j'étais un peu déçu de ne voir que 1000 personnes. Je crois même... voilà, on peut aller plus loin que la déception. Il y a peut-être un petit sentiment de colère, car beaucoup n'ont pas joué le jeu. Beaucoup n'ont pas compris ou voulu comprendre que lorsqu'on attaquait un type de chasse, en fait, aujourd'hui, on attaque toutes les chasses. Ce qui était très bien, c'est qu'il y avait quand même 1000 personnes. Comme l'a dit Johanna tout à l'heure, en effet, c'est un peu loin de tout, Prades. Que l'ambiance était... remarquable. On avait des gens fermes, déterminés, mais
tout ça est resté très bon enfant. Et les discours qu'on vient d'écouter, les interventions de Willy Schren, de Éric Camoin, de ce maire que j'ai d'une commune des Alpes de Haute-Provence, voilà, montraient une grande détermination, mais aussi une grande tristesse, car c'est une part de culture et de culture populaire qui disparaît à cause de cette décision idéologique. Pour toi, Denis ? Je pense que dans l'esprit des gens qui ont mis le quota à 0, c'est définitif. D'ailleurs, ça a été confirmé par Barbara Pompili. On peut espérer, et ça c'est ce que disait Willy Schren dans son interview à la fois ici à Prades et un petit peu plus tard à Compiègne, lorsque nous l'avons retrouvé à Compiègne, il a dit très justement ce que le politique a fait, le politique peut le défaire. Donc il faut croiser les doigts et espérer qu'un jour, un pouvoir politique intelligent comprendra que cette capture à la glu est un pan de culture populaire, provençale, qu'il faut garder. Il faut aller voir les élus. Alors, je vous propose justement, parce que tu parlais du président Schren à Compiègne, je vous propose qu'on regarde l'interview qu'on a également réalisée avec lui sur le salon de Compiègne. Par contre, la chasse de la glu, on va en parler du coup, puisque vous ouvrez le débat. Là, et sans rentrer dans les détails de cette chasse, là c'est autre chose. Pour la première fois, on touche pas on raccourcit pas une période de chasse, on retire pas une espèce, on arrête un mode de chasse. Oui. Donc là, on est vraiment passé à l'étape supérieure. Voilà. D'ailleurs, sans aucun fondement juridique. Un questionnement de l'Europe. Et alors, l'Europe questionne 50 fois par an la France sur des tas de sujets. Et on s'en fout, c'est pas le problème. Il suffit de répondre. On sait très bien que cette chasse n'est pas du tout ce que l'Europe pense, c'est-à-dire qui ressemblerait à ce que faisait l'Espagne il y a quelques années, qu'on appelait les paradis. C'est pas du tout ça. Voilà, c'est extrêmement réglementé. 2500 heures de contrôle règle pour cette chasse. Quelques PV de c'est bien, les gens sont sanctionnés et c'est la règle. Mais on vient de politiquement détruire une chasse. Et ça, juridiquement, on va se défendre. Mais ça, c'est quand même pour la première fois. Ça veut dire que si on prend ce principe-là, il n'y a aucune chasse qui est à l'abri. Aucune. Puisque maintenant, si à un moment vous ne plaisez pas la ministre de la Transition écologique, on n'a jamais plu beaucoup au ministre de la Transition écologique, on le sait tous. Depuis Roselyne Bachelot, ça a été un peu compliqué. Donc voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un arrive avec un flash, une idée, envie de mettre un trophée. C'est un trophée. C'est un trophée, voilà, sur son tableau de l'écologie, en pensant d'ailleurs peut-être à l'avenir, à d'autres choses, à d'autres élections, à d'autres carrières, on ne peut pas l'accepter. Il faut bien comprendre, si c'est un symbole pour eux, c'est un symbole pour nous. Donc on rentre effectivement dans une période très trouble avec ça, où je pense que moi personnellement et bien d'autres réagiront violemment, effectivement, parce que c'est injuste. C'est injuste et c'est anormal. Le sort de la chasse, plutôt de la décision dogmatique de mettre les quotas à 0 pour la chasse à la glu est résolu, d'autant plus que Madame ou la ministre, plutôt, dit-on aujourd'hui, s'est exprimée peu de temps après dans les Hautes-Alpes en disant que pour elle, cette chasse était définitivement terminée. Ah mais complètement. Donc voilà. On avait dit, le président de la République avait dit c'est 1 an pour voir clair en attendant probablement d'avoir une discussion qui arrive jusque devant la Cour de justice européenne. Non. Elle annonce que c'est fini. Oui. Ça veut dire qu'elle doit répondre au questionnement de l'Europe, elle ne le fera pas. Donc évidemment, elle a raison de dire que c'est fini. Oui. Parce qu'elle ne va pas répondre. Ou elle répond à côté de la plaque, ce qui est facile aussi, puisqu'il n'y a qu'elle qui peut répondre. Donc on a compris qu'elle veut enterrer cette chasse. Moi, je ne l'entends pas du tout de cette oreille. Donc, le président et la Fédération nationale des chasseurs de France vont lutter contre cette décision. Alors on va lutter. D'abord, la première chose, c'est que samedi prochain, il y aura une manifestation à Prades. À Prades, tout à fait, oui. Et voilà, où je serai là-bas. C'est très loin de mes terres, c'est un samedi, ça va pas être facile. Mais je vais y aller parce que c'est important que j'y sois. Oui. Voilà, vous avez vu pendant tout ce marathon estival comment j'ai pu expliquer et défendre cette chasse à la glu. Que d'ailleurs je ne pratique pas puisque je suis du Pas-de-Calais, ça va être un peu compliqué. On n'a pas ça. Mais je vais y aller, c'est important. Mais aussi, à côté de ça, et en solidarité de ce qui se passe, et pour combattre également le RIC, qui est aussi un énorme problème qui nous arrive sur les chasses traditionnelles. Voilà, je pense que tous les chasseurs iront, et je sais que beaucoup de choses sont déjà organisées, beaucoup de chasseurs iront devant les permanences des parlementaires qui ont signé effectivement ce RIC pour faire voir effectivement leur mécontentement et dire que maintenant il y en a marre. Mais enfin, arrêtons d'emmerder les ruraux, foutons-nous la paix avec nos traditions. Qu'est-ce que 30 000 oiseaux sur 700 millions ?
des gens heureux qui vivent dans la garrigue, qui transmettent ça de père en fils. Le 1er octobre, il y aura des gamins en pleurs. Ça, je ne peux pas l'accepter. Autre actualité de la chasse, la migration des palombes. Patrick, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? J'ai activé un peu mes antennes partout en France et je me devais de vous faire un compte-rendu de la migration, où on en est. Alors, j'ai contacté dans le Nord un ami. Alors, lui m'a dit... ça virevolte par-ci par-là, mais en tout cas, c'est la semaine de migration des canards cette semaine. Donc, autant vous dire que nos amis ch'tis s'intéressent plus aux canards qu'aux palombes. Mais il y a quelques palombes dans le Nord pour ceux qui s'y intéressent. Il paraît qu'il y a des vrais passages dans les Vosges. Ça passe plutôt bien actuellement dans les Vosges. C'est mou dans le Jura et la Bresse. Mais il y a déjà des arrivées sur les Pyrénées et sur le sud-ouest, même si je pense qu'ils attendent la grosse migration la semaine qui vient. Donc j'attends des informations, mais peut-être que Johanna va nous en donner de Perpignan. Est-ce que vous avez des passages de palombes actuellement ? Alors pour l'instant, la migration chez moi, c'est vrai que c'est assez calme. On a vu quelques volets, mais le gros de la migration n'est pas encore arrivé. J'étais en montagne le week-end dernier avec des amis pour chasser l'isard. Et il y avait un autre groupe de chasseurs sur le même territoire qui installait des postes à pigeons. Donc à plus de 2000 mètres d'altitude, c'est assez... c'est terrible comme chasse aux pigeons, dans des grands couloirs entre 2 vallées, magnifiques. Voilà, ils ont tiré quelques coups de feu, je crois qu'ils en ont fait quelques-uns, mais ils ont dit que la migration allait arriver sous peu. Voilà. Ok, donc ceux qui n'ont pas pu y aller la semaine dernière, ils n'ont rien loupé encore. Les grands passages, ça va être certainement cette semaine. Voilà pour la chasse des palombes. En tous les cas, merci pour ce petit point migration palombe. Merci à tous aussi pour ces actualités. Je vous propose maintenant qu'on reprenne notre fil rouge et que nous allions voir où en est notre artiste. Alette, nous revoici à l'antenne. Où en êtes-vous ? Montrez-nous un petit peu l'avancée de vos travaux. Je continue mon croquis en ayant mis en place déjà... très approximativement, mais finalement presque pas mal. Maintenant, je vais un petit peu fignoler en m'attardant sur les détails, puisque je ne donnais aucune indication autre que le contour de l'animal. Merci Alette. Et maintenant, nous passons au dossier de la semaine avec Denis. Oui, alors un dossier particulièrement intéressant puisque j'ai eu le plaisir d'interviewer Manu Piachot. Manu Piachot, c'est une chercheuse et une scientifique suisse. Alors exactement, elle est anthropotechnologue. Bravo. Elle nous expliquera lors du début de l'interview ce qu'est exactement un ou une anthropotechnologue. Je voulais absolument l'interviewer car elle a fait un mémoire de doctorat absolument passionnant sur les causes et les conséquences de l'arrêt de la chasse dans le canton de Genève. Vous savez que la chasse est arrêtée depuis 74, comme on dit là-bas, dans le canton de Genève. Donc il est même plus. 74. Je traduis, je suis ancien, je parle couramment le suisse. Hein. Bien. Donc voilà, c'était intéressant de l'avoir et d'avoir sa vision, d'avoir la vision d'une scientifique à ce sujet. Et voilà, donc nous allons écouter ce qu'elle a à en dire et nous allons commencer par écouter un petit peu quelques mots de présentation qu'elle nous a fait à propos d'elle-même, de son travail et du pourquoi elle s'est lancée dans cette étude. Retour en image. Alors, étho-anthropotechnologue, donc c'est éthologie du comportement des animaux et anthropologie, et je m'arrête sur les techniques de gestion de la faune. Donc, les techniques de gestion de la faune me permettent d'analyser le lien entre l'humain et l'animal. Alors, dans le cadre de mon master d'anthropologie, j'ai réalisé une étude sur les clôtures qui sont mises dans une partie du canton de Genève contre les sangliers. Donc, j'ai interrogé sur les clôtures et on m'a répondu, il y a de la régulation. Donc, c'est là que j'ai appris qu'il y avait justement 200 à 300 sangliers qui étaient tirés par année dans le canton de Genève par des gardes de l'environnement, de nuit, avec des fusils à lunettes, etc. Moi, citadine qui avait pas du tout connaissance des chasseurs et du monde de la chasse et qui était bien contente d'aller promener mon chien sans être gênée par des clowns
en orange. Je me suis tout d'un coup... je vous en servirai, Manu. Tout à fait. C'est l'image que j'en avais très clairement à cette époque-là. Et du coup, je me suis rendu compte que quand il n'y avait pas de chasseurs, il fallait engager des fonctionnaires ou, disons, engager des gens pour réguler l'espèce sanglier en tout cas. Et c'est ça qui m'a donné envie de comprendre davantage sur le monde cynégétique. Donc, une fois que j'ai fini mon master sur les clôtures, j'ai été engagée par un chasseur garde auxiliaire du canton de Vaud pour essayer de comprendre quel était principalement l'aspect financier de cette gestion exclusivement étatique de la faune sauvage à Genève. Donc, vous vous êtes rendu compte que l'arrêt de la chasse ne signifiait pas l'arrêt du tir sur les animaux. C'est ça. Nous sommes d'accord. Et donc, il y a même des gens, la définition de la chasse est toute relative à ce niveau-là. Il y en a qui diront ce n'est pas de la chasse qui est fait à Genève. Voilà, ça reste la recherche et le tir d'animaux. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé mon étude Genève sans chasseurs, une gestion sans chasseurs, parce que finalement, c'est une sorte de pratique de chasse qui est très contestée, mais qui reste l'abattage d'animaux pour en fait avoir une production locale de nourriture. On est bien sûr ça. Donc c'est pour pouvoir avoir une agriculture locale qu'il y a le besoin de tirer certains animaux occasionnant des dégâts. Voilà, parce que les sangliers causaient énormément et continuent de causer énormément de dégâts à l'agriculture du canton de Genève. Le canton de Genève, c'est assez peu étendu, c'est 28 000 hectares, je crois. Alors, il y a 3 000 hectares de forêt et 10 000 hectares d'agriculture. Alors, juste un détail, c'est qu'actuellement, je dirais que c'est peut-être un des seuls endroits, peut-être en Europe, donc la population de sangliers est stabilisée à Genève. Donc, en fait, on a presque plus de dégâts qui sont causés par les sangliers à Genève, aussi parce qu'ils ont étendu énormément de clôtures. On a 70 km de clôtures qui sont étendues sur une petite partie de notre territoire agricole. Et du coup, grâce à ces clôtures et à des tirs très ciblés qui sont faits de nuit, comme je vous disais, mais maintenant c'est fait notamment sur agreinage en forêt, avec des pièges photos qui envoient des MMS aux gardes qui est dans la zone pour venir tirer l'animal. Donc, grâce à ces techniques très poussées, ils ont réussi à stabiliser les populations de sangliers. Et du coup, les dégâts sont très faibles, en fait, les dégâts de sangliers actuellement sur l'agriculture genevoise. C'est le pigeon ramier qui crée le plus de problèmes au niveau des tournesols en ce moment. Voilà, alors en 1972, il y a eu l'interdiction de la chasse le dimanche en Suisse, à Genève, pardon, à savoir que c'est quelque chose qui avait été demandé depuis très longtemps et que nous, donc dans toute la Suisse, c'est interdit de chasser le dimanche en Suisse romande. Donc du coup, c'est quelque chose que tenait absolument la population. Ça a mis beaucoup de temps à venir à Genève, après beaucoup de discussions. En dehors de ça, il y a certaines zones de réserve où il y avait justement une volonté de faire une mise à bande, d'enlever la possibilité d'aller chasser dans ces zones. Ça a mis également énormément de temps et beaucoup d'énervement, de discussions pour que justement ces zones soient mises en réserve et ne soient plus le fief de chasseurs. Et puis, à côté de ça, il y avait une augmentation galopante de la population, de l'urbanisation, du coup une augmentation aussi du nombre de chasseurs avec une diminution du gibier. À ce moment-là, il n'y avait pas de sanglier, on n'était que sur du petit gibier et du coup, on se retrouvait avec assez de gibier par rapport aux chasseurs, des lâchers la veille de l'ouverture et des tirs notamment sur le lac à l'aube, des animaux qui étaient retrouvés au bord du lac et qui choquaient les citoyens. Donc ça a été assez facile d'obtenir l'arrêt de la chasse, c'est-à-dire qu'ils ont en fait mis des panneaux assez forts avec où on voyait le méchant chasseur avec un tout petit lapin qui était un lièvre qui était ça avait l'air d'être des affiches que malheureusement je n'ai pas pu voir mais qui étaient assez fortes. Et du coup, il y a
ils ont réussi à faire justement la suppression de la chasse. Ça a été voté à 75%, mais par seulement 20% de la population qui se sont déplacés aux urnes. Donc en fait, les agriculteurs, les chasseurs n'y croyaient pas du tout. Et du coup, il semblerait qu'il y ait peu de personnes en fait qui se soient déplacées aux urnes, et surtout ceux qui étaient contre la chasse. Oui, en général, ce sont toujours les plus motivés, les plus idéologues, les plus militants qui se déplacent. La majorité silencieuse en fait souvent les frais. Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, Manu, c'est que au départ, il était question de n'interdire la chasse que le dimanche. Et puis, petit à petit, la chasse s'est complètement fait grignoter. Je crois que c'est un exemple qu'il faut garder présent à l'esprit pour nous, Français, car une des demandes des opposants, des adversaires de la chasse semble être mesurée, puisqu'ils disent « il faudrait arrêter la chasse le dimanche ». Non, il faut avoir présent à l'esprit qu'au bout du bout, c'est l'interdiction totale de la chasse qui est dans l'esprit, en tout cas, des militants et des idéologues anti-chasse. Merci Denis, interview très intéressante. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur tous nos réseaux. Denis, qu'est-ce que tes réactions Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment extrêmement intéressant et ça permet de contrebattre certaines idées reçues et véhiculées par nos opposants. L'arrêt de la chasse, à proprement parler, par des chasseurs bénévoles et passionnés dans le canton de Genève, n'a pas signifié du tout l'arrêt des tirs sur les animaux. Il faut savoir qu'on tire et qu'on tue à peu près 300 sangliers par an sur le canton de Genève, quelques chevreuils. Et ces tirs de régulation, puisque ce n'est plus de la chasse, sont effectués par des fonctionnaires cantonaux payés par le contribuable. Je peux dire un petit mot là-dessus, Denis. Je me demande en fait si les animalistes et protecteurs des animaux en fait en ont pas plus contre les chasseurs que pour la protection des animaux. Ah mais si, je pense qu'au fond, c'est ça, c'est un mode de vie qu'ils combattent et plus qu'ils ne combattent pour le bien-être animal. C'est un projet politique, sociétal, qui est mise en œuvre par ces gens-là. Le bien-être animal n'est qu'un moyen d'y arriver. Donc voilà, ce que je disais quand même, c'est que voilà, on a des fonctionnaires cantonaux qui sont payés par le contribuable pour faire ces tirs de régulation, pour lesquels d'ailleurs ils emploient des moyens que les chasseurs français qui ont une certaine éthique n'utiliseraient pas, ou qui sont interdits. Les tirs de nuit avec lunettes, les tirs sur agreinage fixe, donc c'est vraiment de la régulation et puis de la chasse. Parallèlement à ça, il faut voir aussi que le canton de Genève a déployé 70 km de clôture pour protéger les cultures. Donc adieu les corridors écologiques, adieu la libre circulation de la faune. Tout ça a un coût, évidemment. Manu nous en parlera un peu plus tard dans l'interview. Ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter au pourquoi de cette interdiction. Et là, l'étude de Manu Piachot est extrêmement intéressante parce qu'elle montre qu'il y a des phénomènes concomitants qui ont concouru à cette interdiction. Alors Manu, elle, n'était pas née à cette époque, elle est bien plus jeune que moi, mais ce qu'elle a entendu dire, c'est que l'attitude de certains chasseurs avait contribué à donner une mauvaise image de la chasse et des chasseurs. Mais il faut voir aussi la genèse. Les opposants à la chasse ont commencé par demander l'interdiction de la chasse le dimanche, en disant « ne vous inquiétez pas, c'est juste le dimanche ». Ça, c'était en 72. Et puis, 2 ans plus tard, ça a été l'interdiction totale. Donc, on ferait bien de l'avoir en mémoire en France, parce que, évidemment, on est tous au courant que beaucoup de ces opposants demandent... Mais je vous rassure, nous ne demandons l'interdiction que le dimanche. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'ils ont utilisé tous les clichés que l'on a que l'on nous sert aujourd'hui en France pour décrédibiliser le chasseur et le dépeindre de manière injurieuse et caricaturale. Voilà. Résultat, il y a eu une votation, comme on dit là-bas, dans le canton de Genève, votation pour l'interdiction de la chasse, l'interdiction totale. Cette votation a été remportée par les partisans de l'interdiction avec 75% des voix. Alors ça paraît être un raz-de-marée, mais il faut quand même voir que c'était avec 20% de participants seulement.
Bravo la mobilisation des chasseurs, ça fait un peu Ouais, le lien ça- avec ce que tu disais sur Prades. Et C'est ça. Il est temps de se réveiller. Quand on ne se sent pas concerné, eh bien d'autres se sentent concernés pour nous Et en profitent et pour, là ils en ouais. profitent, ils en ont profité en 74. On peut faire le lien d'ailleurs avec ce qui s'est passé au municipal dans Je certaines vais grandes te villes. dire, Denis, tu te sens concerné? En tant que Lyonnais, Est-ce que c'est le Lyonnais qui parle? En tant que Lyonnais, je me sens un peu concerné. Donc voilà, si vous ne faites pas de politique, d'autres feront de la politique pour vous. C'est un vieil adage et qui implique que, qui devrait inciter les gens à se sentir concernés. Voilà. Alors, on va découvrir un petit peu plus de l'interview avec Manu Piachot. Est-ce que la charge financière de cette fonctionnalisation de la régulation est importante pour le canton de Genève? Je sais que la Suisse est un pays riche et qu'elle peut supporter des coûts, mais est-ce que ça a un impact quand même important sur les finances du canton? Alors, donc on est pour la totalité, donc prévention des dégâts, régulation, indemnisation, ainsi que le suivi, tout ce qui est fait justement pour la surveillance, la permanence des animaux, etc. On est à 1 million de francs par année. Donc, par rapport au budget annuel genevois qui est de 8 milliards, on est à 0,01% du budget annuel genevois, donc ça n'a aucune incidence financière en fait sur le canton. Maintenant, il faut garder, j'aime toujours rappeler qu'on est sur 10 000 hectares d'agriculture et 3 000 hectares de forêt, surtout 3 000 hectares de forêt qui devrait être en fait l'espace vital naturel de ces animaux sauvages. 3 000 hectares de forêt. Je ne sais pas dans quel département vous habitez et combien d'hectares il peut y avoir de forêt, mais c'est vrai qu'on est sur un mouchoir de poche. Et de savoir que ça coûte déjà 1 million pour ce tout petit endroit, on imagine à quel point ça pourrait être important pour d'autres zones, même le canton de Vaud, qui est aussi un canton suisse. Financièrement, ça aurait des conséquences assez énormes. Oui, voilà, parce que 3 000 hectares dans certaines zones, comme la Sologne, comme la Haute-Marne, c'est la surface d'une chasse. Grande chasse, mais d'une chasse néanmoins. Donc bien entendu, le cas ne me paraît pas transposable à l'échelle d'un pays comme la France, avec ses 550 000 km². Manu, merci beaucoup pour toutes ces explications à propos du cas de Genève. Alors oui, en effet, dans cette partie de l'interview, Manu Piachot, donc je lui avais demandé de nous parler de la charge, des conséquences financières que ça avait pour le contribuable genevois. Parce que bien entendu, le déploiement de clôture, les gardes cantonaux payés pour réguler, tout ça, ça a un coût. Alors, Manu Piachot a fait cette étude financière et elle en est arrivée à un coût total d'environ 1 million de francs suisses, l'équivalent d'1 million d'euros annuel. Sur un budget de 8 milliards pour le canton, c'est peanuts évidemment. Mais, il ne faut pas s'arrêter à ce chiffre-là, il faut aller un petit peu plus loin. Il faut voir que c'est pour 3 000 hectares de forêt, c'est-à-dire la superficie d'une grande chasse en France. Voilà, c'est ridicule. Donc, ce n'est pas sur le budget global du canton de Genève qu'il faut le rapporter, mais sur 3 000 hectares de forêt. Faites le calcul, si vous vouliez transposer cela sur la superficie des zones chassables en France, là on atteindrait des totaux considérables. Le calcul a été fait. Des milliards, Des milliards. effet. Et c'est des Suisses, hein, et nous, le budget de la France est moins équilibré que le leur, me semble-t-il, mais bon. Voilà, donc encore une fois, il est bon d'écouter des gens qui vont au bout du sujet, qui travaillent sérieusement, sans a priori. Manu Piachot l'a bien dit au début de l'interview, hein, vous l'avez en mémoire certainement. Au départ, elle avait une opinion un peu mitigée, voire un peu négative des chasseurs. Et puis petit à petit, elle a découvert un monde qui s'est avéré être beaucoup plus sympathique et responsable qu'elle ne le pensait. Et elle travaille aujourd'hui avec bonheur dans le monde de la chasse sur des sujets qui sont très pointus et qui vont apporter beaucoup à la chasse en Suisse, mais aussi à la chasse en France. Et c'est ce qui se passe concrètement quand on invite. On a des multiples cas de gens, et même des débuts avec la découverte de la venaison et de la cuisson et la cuisine de la venaison. Mais d'ailleurs, certaines fédérations départementales
l'ont bien compris puisqu'ils ont lancé le dimanche à la chasse et ils demandent à ce que les sociétés de chasse invitent des non-chasseurs. Il y a au moins 3 ou 4 fédérations en France, probablement plus, hein, mais 3 ou 4 dont j'ai entendu parler, qui font cette opération un dimanche à la chasse. Alors, merci Denis pour ce dossier vraiment très intéressant. Je vous invite à aller voir l'interview complète, notamment sur notre chaîne YouTube dans la playlist Interview. On reprend notre fil rouge et nous allons voir maintenant où en est Alette de son tableau. Alette, le lièvre est maintenant bien avancé. Qu'est-ce qu'il reste à l'artiste pour qu'elle soit satisfaite? Voilà, 3e étape, on passe à la couleur. Maintenant que l'animal est mis en place à peu près, s'il n'est pas parfait, on l'améliorera. Par contre, maintenant, un petit peu de couleur va nous faire le plus grand bien. Voilà, je passe les couleurs claires au départ, un petit jus. Alors comme c'est une toile, l'aquarelle ne se dépose pas forcément impeccablement, mais ça met un certain charme. Et en fait, je continue un peu à dessiner en même temps, en posant la couleur. Alors, j'ai choisi l'aquarelle parce que c'est un travail rapide, ébauché, qui supporte la transparence. Alors, je rectifie les dimensions en même temps. Merci Alette. Et maintenant, place au dossier équipement. S'habiller bien pour pas cher à la chasse, est-ce possible? C'est le défi que j'ai lancé à Valentin de Terzéo. Salut Valentin, tout d'abord je te remercie de travailler pour nous le dimanche et en pleine migration des canards, c'est un vrai effort de ta part. Je te rappelle le défi, tu dois m'habiller des chasseurs bien et pour pas cher. Alors, as-tu relevé le défi? Merci Amélie, tu m'as demandé de relever le défi d'équiper un chasseur pour moins de 80 € dans un premier temps. Alors je te propose la botte Humo Kaki à 19,99 €. Sur cette même tenue, le pantalon Bécasse Kaki aussi à 19,99 €. Et pour le haut, le sweat Top Kaki de chez Percussion qui lui fait 39,99 €. Le total des 3 articles fait moins de 80 € puisqu'on est à 79,97 €. Ensuite, tu m'avais demandé d'équiper un chasseur pour la traque pour moins de 90 €. Alors je te propose le pantalon renfort Kaki Blaze Triland de chez Somlis à 39,99 € et la veste Triland de chez Somlis également qui fait 49,99 € qui est anti-ronce. Donc là tu as une tenue pour équiper le chasseur pendant la traque. Valentin, tu m'avais également parlé d'une tenue à destination des postés en battu. Est-ce que tu as relevé le défi également? Et pour ce 3e défi, tu m'avais demandé d'équiper un chasseur pour le poste en battu au grand gibier pour moins de 150 €. Donc là je te propose le coupe-vent fourré polaire de chez Percussion qui fait 65,99 €. Pour le bas, je te propose le pantalon Triland de chez Somlis doublé polaire à 39,99 €. Ainsi que la paire de chaussures Québec de chez Rouchette, pareil pour le temps froid,
Le total de ces 3 produits fait un peu moins de 146 €, donc le défi des 150 € est réussi. Merci. Merci Valentin, tu peux filer à la passer. Alors je vous rappelle, à mon sens, le défi est relevé, mais on verra ce que l'équipe en pense. Denis, c'était l'initiateur du défi, hein, Denis. Il a relevé le défi. Ah, je pense que là, oui, on peut s'équiper pour pas trop cher, ce qui montre que la chasse populaire peut encore exister. Et c'est ce qui est très important. Défi relevé, Patrick ? Bah oui, hein, je crois 80 €, 90 €, et puis vers, je me rappelle plus. On est à moins de 150 € pour la dernière. Avec des chaussures. Hein, avec des chaussures. Bon, Johanna, pour toi, le défi est relevé également ? Ah oui, non mais mais là une tenue complète pour 150 €, chaussures comprises, pour moins de 150 €. Ah oui, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça reste extrêmement abordable. Bon, il est fort, super. Valentin. Alors, on reprend pour la dernière fois le fil rouge de notre émission. Revenons à notre artiste Alette. Voilà, on arrive à la fin du croquis aquarellé. Pour donner une petite touche de blanc un petit peu plus marqué sur les points forts. Voilà, ici. Et surtout, on va marquer l'œil du lièvre qui est quand même très présent. Et surtout, ne pas l'oublier. Avec, évidemment, le centre noir. Et voilà, je crois que là, on y est. Voilà. C'est bien un lièvre. Merci Alette. Alors Johanna, que penses-tu de ce lièvre ? Ah, je le trouve vraiment très très joli. J'aime particulièrement les différentes teintes sur sa robe. Le regard est assez parlant. Je le trouve très très joli. C'est le genre de choses que je pourrais accrocher chez moi, oui. Très bien. Et tout ça en 1 heure, hein, bravo. Hein. Ouais. Denis, défi relevé aussi. Hein, on aurait pu parler de défi aussi pour ce fil rouge. Demande à Denis, qui est le grand amateur d'art chez nous. Au grand amateur d'art. Oui, moi je trouve que le lièvre est vraiment très bien réussi. Il y a vraiment, on le sent vivre, il est là, il est présent. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il soit resté sur fond blanc, car il ressort bien, et puis ça modernise un petit peu la peinture animalière qui a besoin d'un petit coup de jeune. Et là, grâce à Alette, on a de la peinture animalière, mais voilà, jeune et moderne. Eh bien, écoutez, merci à tous. Cette émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, tous les intervenants. Merci à toi, Johanna, également. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, sous le nom de J'aime la chasse. Abonnez-vous pour être informés en temps réel et n'oubliez pas le jeu concours que nous démarrons aujourd'hui jusqu'au 31 octobre avec un casque amplificateur Alvis à gagner. On se retrouve dimanche prochain, on vous parlera du salon de Compiègne, seul salon de la chasse de l'année 2020. Johanna reviendra sur ses différentes interventions à la télévision et à la radio et nous en saurons un peu plus sur l'envers du décor. En dossier de la semaine, nous reviendrons sur l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques, de l'élevage d'animaux pour la fourrure et peut-être de la chasse bientôt. Enfin, dans la rubrique équipement, vous saurez tout sur l'équipement du chasseur de Palombe. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Mettez des j'aime ou des commentaires. Parlez de cette émission autour de vous. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à dimanche prochain. Bye bye et vive la chasse. Parce que j'aime ce qui me relie profondément à la nature. Parce que j'aime ces vols de palombes sur les cols. Parce que j'aime voir la nature s'éveiller. Parce que j'aime les petits matins brumeux et humides. J'aime la chasse. Parce que j'aime sentir l'herbe gelée craquer sous mes pas. Parce que j'aime le vol du faucon. Parce que j'aime déceler l'indice, la trace, l'empreinte laissée sur le sol. Parce que j'aime entendre la voix des chiens. J'aime la chasse.